L'atmosphère était électrique dans la salle de réunion d'urgence du Conseil galactique. Des représentants de 43 espèces remplissaient la chambre circulaire, leurs formes variées se déplaçant sur des sièges conçus pour accueillir aussi bien les êtres gazeux et lumineux que les croans, massifs et pétrifiés. Au centre de l'estrade se tenait le maître cathare du domaine de Vray. Ses avant-bras étaient croisés sur sa poitrine blindée, ses mandibules claquant sous l'effet d'une agressivité à peine contenue. L'ambassadeur Chen Wei était assis dans la zone réservée à la délégation humaine, un petit espace situé au fond de la salle. Le siège à côté de lui était vide. La Terre n'envoyait que 2 représentants à la plupart des sessions du Conseil. Après tout, il n'était qu'une puissance mineure, 23 ans après le premier contact, et l'humanité ne contrôlait toujours que 7 systèmes stellaires. Rien de comparable aux 200 systèmes des Zentari ou à l'emprise de fer du Dominion Vras sur 60 mondes conquis. Le Conseil doit décider. La voix d'État résonna dans les appareils de traduction que chacun portait. Rendez les 3 systèmes contestés au Dominion ou c'est la guerre totale. Nous avons développé de nouvelles armes. Votre flotte combinée sera anéantie. Des murmures parcoururent partout la salle. La commandante, d'ordinaire si stratège, se leva, le visage pâle d'inquiétude. Les systèmes contestés abritent 12 milliards d'habitants. Nous ne pouvons pas les abandonner. Alors vous choisissez la guerre, répondit simplement Katarn. Chen observa le débat d'un œil calme. Il s'y attendait depuis des mois. Les Vracs se gagnaient en audace, testant les limites, sondant les défenses. C'était l'entêté des prédateurs, et ils avaient finalement décidé que le Conseil semblait suffisamment faible pour être défié. Le maître constructeur zantarien activa son estrade. Nos chantiers navals peuvent produire des vaisseaux supplémentaires, mais cela prendra du temps. La flotte Vraxis surpasse actuellement nos forces combinées. Lâche, cracha un cathare. Vous vous cachez derrière vos usines et vos routes commerciales. Le Dominion prend ce qu'il veut. Plusieurs espèces mineures commencèrent à plaider pour la reddition. Mieux vaut perdre 3 systèmes que de risquer une guerre totale. Chen remarqua l'éclat de peur dans les yeux des cathares. Le maître des armes savourait ce spectacle. Le regard de Cathare se posa alors sur la section humaine. Un sourire cruel se dessina sur son visage. Peut-être devrions-nous d'abord tester la détermination du Conseil à plus petite échelle, dit Katarn d'un ton presque désinvolte. L'humanité contrôle 2 systèmes limitrophes de l'espace du Dominion. Nous les revendiquons comme zone tampon. Le Conseil ne risquera certainement pas une guerre pour les humains et leur modeste flotte. Un silence s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Chen. L'ambassadeur se leva lentement, lissant son costume gris. Âgé de 57 ans, les cheveux argentés, il affichait le calme d'un homme ayant passé des décennies à mener des négociations difficiles. Il se dirigea vers la tribune sans se presser. La réponse est non, déclara simplement Chen. Le rire de Cathare était rauque, un cliquetis strident. Les humains refusent, vous avez 40 vaisseaux. Nous avons catalogué toute votre flotte, des destroyers et des frigos obsolètes selon les normes galactiques. Vous ne comptez plus. Vous avez catalogué ce que nous vous avons permis de voir, répondit Chen d'une voix calme. Je conseille vivement au Dominion de reconsidérer sa position. L'humanité vous propose sa neutralité dans votre conflit avec le Conseil. Refuser cette offre, c'est prendre un risque considérable. La confusion s'empara de la salle. De quoi parlait Chen? L'existence de la flotte humaine était de notoriété publique. Chaque espèce disposait de renseignements sur ses voisins. Les 40 vaisseaux humains étaient les seuls existants. Tout le monde le savait. Cathare se pencha en avant, sa stature massive dominant l'humain. Est-ce un bluff? La proie croit-elle pouvoir effrayer le prédateur avec de vaines paroles? Ce n'est pas un bluff, dit Chen. C'est un avertissement. J'espère que vous l'écouterez. Le rire du maître de guerre redoubla. Alors l'humanité a choisi l'extinction. Quelle tristesse! Quelle prévisibilité! Il se tourna vers le Conseil au complet. Que cela serve de leçon.
Le Dominion écrasera les systèmes humains d'ici une semaine. Nous reviendrons ensuite discuter de la reddition du Conseil concernant les territoires contestés. Voyez ce qui arrivera à ceux qui nous défient. Qatar et sa délégation quittèrent de la salle. Dès que les portes se refermèrent derrière eux, le chaos éclata. Les représentants mirent Chen à la porte. Que voulait-il dire? Quel secret l'humanité avait-elle bien pu cacher? Était-il fou? Chen leva la main pour demander le silence. Lorsque le calme revint enfin dans la salle, il prit la parole d'une voix claire. L'humanité fait partie de ce conseil depuis 23 ans. Durant tout ce temps, nous avons commercé honnêtement, partagé ce que nous pouvions et tissé des liens d'amitié parmi les étoiles. Mais nous n'avons pas oublié les leçons de notre propre histoire. Il marqua une pause, observant la pièce du regard. Espérer la paix. Se préparer au pire. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda le constructeur zantarien. Qu'avez-vous préparé? Vous verrez, répondit Chen d'une voix calme. Lorsque les Vraos attaqueront nos systèmes, vous comprendrez. Je regrette seulement que nous en soyons arrivés là. Il quitta la pièce avant que quiconque puisse l'interroger davantage. Derrière lui, les représentants débattaient et spéculaient. Certains pensaient que les humains avaient mis au point de nouvelles armes. D'autres croyaient que Chen bluffait, cherchant à gagner du temps. Quelques-uns se demandaient si l'humanité avait formé des alliances secrètes. Personne ne devinait la vérité. Chen retourna dans ses quartiers et activa son dispositif de communication sécurisé. Le chiffrement était quantique, impossible à intercepter ou à déchiffrer. Il tapa un message simple. Révélation du protocole. Autorisation. Omega Black. Le message voyagea plus vite que la lumière, rebondissant à travers des stations relais jusqu'à atteindre le système Saoul. Là, bien au-delà de l'orbite de Neptune, dans l'obscurité du nuage d'aurore, quelque chose reçut le signal. Au cœur d'un centre de commandement enfoui, dans une structure aux dimensions impossibles, les alarmes retentirent. Les membres d'équipage, qui avaient passé toute leur vie dans cette structure, rejoignirent leur poste avec une efficacité rodée. Ils s'étaient entraînés pour ce moment depuis leur naissance. L'amiral Kira Okonko était éteinte assise dans le fauteuil de commandement, ses yeux sombres reflétant la lueur de 1000 écrans. Elle avait 42 ans et n'avait jamais foulé le sol terrestre. Ses parents non plus. La structure était son monde, son foyer, sa responsabilité. Confirmation reçue, annonça son officier de communication. Révélation du protocole activé, début de la séquence de réveil. Okonko ordonna la mise en marche de tous les systèmes à pleine puissance. Préparer la flotte au déploiement. Autour d'elle, le pont s'anima. Les lumières s'intensifièrent. Les écrans affichèrent des données. Et dans toute l'immense structure, les systèmes jusque-là inactifs ou fonctionnant au ralenti commencèrent à se réactiver. L'UNS indomptable allait entrer en guerre. Nous étions en 2156 et l'humanité venait de maîtriser le voyage supraluminique. Cette avancée majeure changea tout. Soudain, les étoiles étaient à portée de main. En une décennie, les vaisseaux humains avaient exploré 50 systèmes stellaires voisins. 2 décennies plus tard, ils avaient établi des colonies sur 6 mondes. Puis survint la découverte qui changea à jamais l'histoire de l'humanité. En 2187, une sonde spatiale détecta une structure artificielle en orbite autour d'une étoile morte, à 12 années-lumière de la Terre. Il s'agissait d'une station minière automatisée, abandonnée depuis des millénaires. Ses constructeurs avaient disparu depuis longtemps, mais le message était clair. L'humanité n'était pas seule dans l'univers. Les gouvernements du monde entier tinrent des réunions d'urgence. Certains voulaient célébrer, d'autres appelaient à la prudence. Mais un groupe composé de chefs militaires et de stratèges posa une autre question. Et si les êtres qui avaient et construit cette station revenaient? Et s'ils étaient hostiles? Le projet Bulwark naquit dans le plus grand secret en 2156. Le public,
n'en sut jamais rien. Même la plupart des responsables gouvernementaux ignoraient tout. Seules quelques centaines de personnes connaissaient la vérité au départ. L'humanité allait bâtir quelque chose qui garantirait sa survie. Quel que soit ce qu'elle découvrirait dans les étoiles, elle choisirait le nuage d'aurore comme site de construction. Bien au-delà de Neptune, là où aucun observateur occasionnel ne s'aventurerait, des usines automatisées furent d'abord construites, alimentées par des réacteurs à fusion et nourries par la glace et les minéraux d'innombrables comètes et astéroïdes. Ces usines en construisirent d'autres, qui en construisirent d'autres encore, jusqu'à former un immense complexe industriel dans l'obscurité du cosmos. Puis commença la construction du super porte-vaisseau. Cela prit des décennies. La structure grandit lentement, assemblée par des millions de robots travaillant dans le froid et le silence. Elle fut conçue pour être totalement autosuffisante. Des dômes agricoles pour cultiver des aliments. Des systèmes de recyclage pour récupérer chaque goutte d'eau. Des usines pour fabriquer tout. Des vêtements aux vaisseaux spatiaux. Des générateurs d'énergie utilisant des technologies repoussant les limites de la physique et de l'armement. Des armes qui faisaient passer la flotte militaire terrestre pour des jouets. Lorsque l'humanité entra en contact avec le Conseil galactique en 2324, le projet Bulwark était en construction depuis 168 ans. L'UNS Indomitable était achevé à 70%. La construction du second super porte-avions venait de commencer. Les humains qui rencontrèrent avec les extraterrestres se montrèrent amicaux, désireux de commercer et d'apprendre. Ils partagèrent leur culture, leur art, leur histoire. Ils établirent des ambassades et signèrent des traités. Et ils dissimulèrent soigneusement le fait qu'ils se préparaient à l'éventualité d'un échec de la coexistence pacifique. Or, en 2387, cette préparation allait être mise à l'épreuve. Le Dominion Vraxis attaqua sans prévenir. Leur flotte de 8000 vaisseaux de guerre a émergé de son voyage supraluminique aux confins de l'espace humain. Leurs armes étaient déjà chargées. Le périmètre de défense extérieure humain était composé de 20 vaisseaux répartis sur 3 systèmes. La bataille a duré 40 minutes. Les chaînes d'information galactiques ont diffusé le carnage dans tout l'espace du Conseil. Les espèces observaient avec horreur les vaisseaux humains lutter désespérément contre un ennemi supérieur en nombre. Les capitaines humains étaient là courageux, usant de tactiques ingénieuses et combattant jusqu'au bout. Mais le courage était impuissant face à une telle force. Tel est le sort de ceux qui défient aussi la domination, annonça Qatar à la galaxie. Les humains serviront d'exemple. La flotte Vraxis pénétra plus profondément en territoire humain. Ils s'attendaient à ce que les 20 vaisseaux restants organisent une forme de défense. Au lieu de cela, ils les virent battre en retraite vers la Terre, suivant un schéma coordonné qui ressemblait davantage à une migration qu'à une manœuvre militaire. Ils fuient comme des proies, observa le second de Qatar. Qu'ils fuient, répondit Qatar. Nous les rattraperons sur leur planète d'origine et nous en finirons. La flotte Vraxis se lança à leur poursuite, confiante en sa victoire. Derrière elle, elle laissa 3 mondes colonisés par l'humanité sous occupation. Les colons étaient terrifiés, mais vivants. Les Vraxis voulaient des prisonniers comme preuve de leur conquête. Dans la salle du Conseil galactique, les représentants observaient l'invasion avec une crainte grandissante. Certains avaient protesté contre l'attaque contre l'humanité, mais personne n'était intervenu. Les Vras étaient trop puissants, et la flotte du Conseil était encore en train de se mobiliser. Les humains sont anéantis, dit d'une voix calme le constructeur zantarien. 20 vaisseaux ne peuvent pas arrêter 8000. Peut-être que Chen bluffait après tout, suggéra un stratège trop avisé, cherchant à gagner du temps qui n'existait pas. Ils étaient loin de se douter à quel point ils se trompaient. Aux abords du système Saoul, les alarmes se déclenchèrent sur tous les capteurs des vaisseaux. Quelque chose approchait, quelque chose de massif. Au début, les capteurs l'identifièrent comme un astéroïde, un très gros astéroïde. Puis les estimations de taille ont commencé à grimper, atteignant la taille habituelle de la Lune, voire plus. Les capteurs se recalibraient sans cesse, tentant d'interpréter ce qu'ils détectaient. Et puis, elle est apparue. L'indomptable de l'UNS
s'est matérialisée dans l'espace comme une montagne surgissant de nulle part. Longue de 847 km, elle avait la forme d'un immense coin à sommet plat, recouvert de ce qui ressemblait à des pâtés de maison. Les flancs étaient criblés de ports d'armement, de hangars et de réseaux de capteurs. Les relevés de puissance déclenchèrent des alertes stridentes sur les capteurs des vaisseaux voisins, signalant des niveaux d'énergie impossibles. La flotte de défense humaine, qui battait en retraite, s'arrêta net. Elle prit position autour de la Terre, en attente. La flotte Vraxis stoppa sa progression. La confusion s'empara de ses rangs. Les officiers criaient des questions. Les opérateurs des capteurs revérifièrent leur relevé. C'était impossible. Rien d'aussi grand ne pouvait se déplacer plus vite que la lumière. La seule consommation d'énergie épuiserait une étoile. Katarn fixait ses écrans, les mandibules figées, en plein clic. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, la voix tremblante de son officier de communication. « Il diffuse des codes d'identification humaine, c'est un vaisseau. » « Un vaisseau habité. Impossible, dit Katarn. Mais, tout en parlant, il observait ses capteurs suivre l'immense vaisseau. Il n'attaquait pas. Il était là, immobile, suspendu dans l'espace comme un géant endormi. Puis les baies des hangars commencèrent à s'ouvrir. Il y en avait des centaines, chacune de la taille d'une ville terrestre. Et de chaque baie, de petits vaisseaux commencèrent à émerger. Des chasseurs, à en juger par leur apparence, chacun de la taille d'un patrouilleur Vraxus. 10 chasseurs, une centaine, un millier, 10 000. Les capteurs peinaient à les compter, tandis que l'essaim ne cessait de croître. 50 000, 100 000. Ils continuaient d'affluer, déferlant du super porte-vaisseau, comme des insectes sortant d'un nid dérangé. « Combien de chasseurs embarquent ce truc » demanda quelqu'un sur la passerelle du Qatar. Personne ne sut répondre. Dans toute la flotte Vraxis, la panique commença à se répandre. Les officiers réclamaient des ordres. Les capitaines se demandaient s'il fallait avancer ou battre en retraite. Et Katarn, le redoutable maître d'armes qui avait conquis 17 espèces, ne pouvait que contempler l'impossible vaisseau et l'essaim de chasseurs qui masquaient les étoiles. Un message parvint sur toutes les fréquences. La voix d'une femme, calme et claire. « Ici l'amiral Kira Okonko, de l'indomptable des Nations Unies. Vous aviez été prévenu. Vous avez choisi la violence. Vous en avez subi les conséquences. » L'essaim de chasseurs se mit en mouvement, se déployant en formation précise. Et derrière eux, des formes plus imposantes commencèrent à émerger des soutes du super porte-avions. Des destroyers, des croiseurs, des vaisseaux capitaux qui faisaient scène paraître les cuirassés Vraxis minuscules. Qatar trouva enfin sa voie. « Formation de combat. Tous les vaisseaux, ciblez ce porte-vaisseau. Nous le détruirons. » Mais au moment même où il donnait l'ordre, il ressentit une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée en des décennies de guerre. Une émotion qu'il avait fait ressentir à d'innombrables autres espèces, mais qu'il n'avait jamais connue lui-même. La peur. Le Dominion de Vraxis avait conquis 17 espèces, grâce à une stratégie de base identique. La force brute appliquée avec une efficacité implacable. Leur flotte se déployait en formation de marteaux, un immense coin de vaisseaux capable de percer toute défense et d'écraser toute résistance par le nombre. Qatar ordonna à ses 8000 vaisseaux de se mettre en place selon cette formation familière. Il ne l'avait jamais déçu. Un seul vaisseau, aussi imposant fût-il, ne pouvait leur résister tous. La physique était implacable. Le Dominion disposait de plus de canons, de plus de missiles, de plus d'armes à plasma à cascade. Le vaisseau mère humain serait détruit. Visez le centre de la masse de ce vaisseau, ordonna Katarn. Tous les vaisseaux, feu à mon signal. Mais avant qu'ils ne puissent donner l'ordre de tirer, l'essaim de chasseurs humains se mit en mouvement. Ils ne chargèrent pas comme des chasseurs ordinaires. Au lieu de cela, ils se divisèrent en des dizaines de groupes. Chaque groupe se déplaçait avec une coordination parfaite. En quelques secondes, ils avaient encerclé la flotte Vraxis de toutes parts, au-dessus, en dessous, sur les flancs. Le vaisseau Vraxis se retrouva soudain pris au piège, dans une sphère de chasseurs humains. « Monsieur, ils n'attaquent pas !» rapporta l'officier tactique de Qatar. « Ils maintiennent simplement leur position. » Qatar sentit sa confiance vaciller. Ce n'était pas le comportement habituel de chasseurs. Pourquoi encercler la flotte et attendre ? « Feu !» ordonna-t-il. « Toutes les armes, feu !»
La flotte Vras ouvrit le feu avec tout ce qu'elle avait. Armes à énergie, missiles, charges de plasma. L'espace entre les deux camps s'emplit d'un feu dévastateur. Nul ne pouvait survivre à une telle attaque. Les combattants humains se mirent en mouvement. Ils ne se dispersèrent pas dans la panique. Ils n'effectuèrent aucune manœuvre d'évitement hasardeuse. Ils se déplaçaient comme un seul organisme. Chaque combattant changeait de position en parfaite synchronisation avec tous les autres. Les tirs des armes Vraxis traversèrent le vide, là où des chasseurs se trouvaient peut-être quelques millisecondes auparavant. La riposte humaine était chirurgicale. Chaque chasseur semblait savoir exactement où viser, exactement quand tirer. Les vaisseaux Brax commencèrent à signaler des dégâts. Boucliers défaillants, système d'armes hors service, moteurs endommagés, mais très peu de vaisseaux furent déjà détruits. Les humains ne cherchaient pas à tuer, mais à neutraliser. « Comment font-ils » demanda Katarn. « Comment anticipent-ils chacun de nos mouvements ?» Son officier scientifique eut une réponse qui le terrifia. « Monsieur, je crois que leurs chasseurs ne sont pas pilotés individuellement. Ils sont contrôlés par une intelligence centrale, une sorte d'esprit artificiel. Le système calcule nos tirs avant leur exécution et déplace les chasseurs en conséquence. » Katar sentit le sang se glacer. L'intelligence artificielle était interdite par la loi du Conseil galactique. Les guerres contre les IA, il y a 3000 ans, avaient presque anéanti plusieurs espèces. Mais si les humains avaient œuvré en secret pendant des siècles, hors du contrôle du Conseil, ils auraient pu développer une IA stable, contrôlable et d'une efficacité redoutable. « Ciblez le porte-vaisseau », ordonna Katarn. « Si nous le détruisons, l'IA qui contrôle les chasseurs risque de dysfonctionner. Les vaisseaux de 2000 VR ont pointé leurs armes vers l'indomptable et ont ouvert le feu. L'énergie libérée aurait vaporisé une petite planète. Les boucliers du super porte-vaisseau l'ont entièrement absorbé. Une barrière de force invisible entourait le vaisseau massif, et les tirs des armes Vraxis s'écrasaient contre lui comme l'eau sur la pierre. Les boucliers ne bronchèrent pas, et s'en osent pas. Ils restèrent imperturbables, comme si l'attaque n'avait été qu'une douce pluie. « Puissance des boucliers » demanda Katarn d'une voix à peine audible. « Inconnu, monsieur. Nos capteurs sont incapables de la mesurer. Cette technologie dépasse notre entendement. » Puis l'indomptable commença à déployer ses vaisseaux les plus imposants. Les destroyers arrivèrent les premiers, 2000 au total, chacun 3 fois plus imposant qu'un cuirassé vrai. Ils se mirent en formation autour du porte-avions avec la même précision que les chasseurs. Leurs armes s'activèrent et les capteurs Vraxis enregistrèrent des signatures énergétiques inexplicables. Quel type de production d'énergie pouvait générer de telles données? Vinrent ensuite les croiseurs. 800 croiseurs lourds qui faisaient paraître les destroyers minuscules. Leurs coques lisses étaient recouvertes d'un blindage semblable à des écailles qui se déformaient au gré des mouvements des vaisseaux. Puis vinrent les cuirassés. Puis les dreadnoughts. Chaque classe plus imposante que la précédente. Chacune d'elles était armée d'armes dépassant les lois de la physique que les vrais pouvaient concevoir. La flotte du Dominion vrai, qui paraissait si puissante quelques heures auparavant, semblait soudain petite, en infériorité numérique et de puissance de feu. Katar prit une décision. Tous les vaisseaux concentrèrent leurs tirs sur leurs destroyers. Nous sommes 4 fois plus nombreux. Nous pouvons encore gagner, tenta la flotte Vraxis. Ils concentrèrent leurs tirs, cherchant à submerger les vaisseaux humains grâce à leur supériorité numérique. Cela aurait dû fonctionner, mais les vaisseaux humains se déplaçaient avec la même intelligence coordonnée que les chasseurs. Ils changèrent de position, orientèrent leurs boucliers endommagés pour les protéger des tirs ennemis et se soutenèrent mutuellement grâce à leurs champs de défense superposés. Lorsque les vaisseaux humains ripostèrent, la flotte Vrax commença à périr. L'armement humain était d'une efficacité terrifiante. Des rayons d'énergie qui transperçaient les boucliers Vrax comme s'ils étaient invisibles,
et des missiles qui esquivaient les tirs de défense rapprochés avec une agilité incroyable. Et puis il y avait autre chose, quelque chose qui fit hurler de terreur les capitaines de Vrax. Des armes qui semblaient plier l'espace lui-même, broyant les vaisseaux de l'intérieur. En 1 heure, la flotte de Vrax perdit 1000 vaisseaux. En 2 heures, 3000 Catarnes virent leur flotte se faire démanteler méthodiquement. Chaque tactique échoua. Chaque stratégie fut contrée avant même d'avoir pu être mise en œuvre. C'était comme combattre un adversaire, capable de voir l'avenir. Maître de guerre, nous devons battre en retraite, insista son second. Nous sommes massacrés. L'orgueil de Cathare se heurtait à son instinct de survie. Battre en retraite, c'était admettre la défaite. Reconnaître que le domaine de Vraxis pouvait être vaincu. Rester, c'était mourir. Il s'apprêtait à donner l'ordre de repli lorsqu'un objet frappa son vaisseau amiral. Ce n'était pas une arme, une capsule d'abordage. Puis, une autre, et encore une autre. « On aborde le camp !» cria quelqu'un. Starn empoigna son fusil à plasma et courut vers les points d'abordage. S'il devait mourir, il mourrait et au combat. Il atteignit la première brèche et constata que ses gardes d'élite étaient déjà engagés dans la mêlée. Les troupes d'abordage humaines portaient des armures motorisées d'apparence presque organique, recouvertes du même matériau écailleux que les vaisseaux. Elles se déplaçaient avec une vitesse et une coordination effrayantes, leurs armes tirant avec une précision parfaite. Catarne leva son fusil et fit feu. Le projectile de plasma frappa un soldat humain en plein torse. L'armure l'absorba sans dommage. Le soldat se tourna vers Catarne et, à travers la visière de son casque, il aperçut des yeux humains. Calmes, concentrés, dénués de toute peur. Le soldat leva ce qui ressemblait à un simple fusil et tira. Catarne fut touché, et son corps tout entier s'engourdit. Il s'effondra, incapable de bouger, mais pleinement conscient. Autour de lui, ses gardes tombaient sous les mêmes balles. Étourdis, mais pas tués. Les humains furent faits prisonniers. En quelques minutes, le vaisseau amiral de Catarne était sous contrôle humain. La même scène se répéta sur des dizaines d'autres vaisseaux de commandement Vras. Les équipes d'abordage opéraient avec une précision militaire, telle que les forces d'élite Vraxis semblaient être de simples civils inexpérimentés. La voix de l'amiral Okunko résonna à nouveau sur toutes les fréquences. « Flotte de Vrax, ceci était votre dernier avertissement. Désactivez vos armes et préparez-vous à être escortés vers l'espace neutre. Tout vaisseau tentant de fuir sera neutralisé. Tout vaisseau persistant dans le combat sera détruit. Vous avez 60 secondes pour obéir. » Les vaisseaux Vrax restants, sans chef et terrifiés, commencèrent à désactiver leurs armes. Dans l'espace du Conseil, les représentants observaient les images de la bataille, sa bataille, stupéfaits et silencieux. Les humains n'avaient pas seulement gagné, ils avaient dominé. Une flotte de 8000 vaisseaux avait été anéantie en 6 heures par des forces lancées depuis un seul vaisseau. Le constructeur en chef zantarien, assis à son poste de travail, répétait inlassablement ses calculs. « Les besoins en énergie », murmurait-il. « La science des matériaux, la capacité de production. Comment ont-ils fait pour dissimuler cela? Depuis combien de temps construisent-ils » Un stratège d'Overland visionnait les rediffusions des batailles, étudiant les tactiques humaines. Leur façon de combattre était unique parmi les espèces que j'avais étudiées. Chaque mouvement était coordonné. Chaque action avait un but précis. C'était comme observer un organisme unique composé de milliers de corps dététérales. Dans la salle du Conseil galactique, l'ambassadeur Chen prenait la parole. Chaque représentant attendait qu'il prenne la parole. Pour la première fois de son histoire, le silence régnait dans la salle. Chen observa les espèces rassemblées. Certains semblaient effrayés, d'autres furieux. Quelques-uns avaient l'air perplexe. « L'humanité n'a pas construit un seul super porte-vaisseau, » dit Chen d'une voix calme. « Nous en avons construit 4. Sur les écrans des capteurs disséminés dans l'espace du Conseil, 3 autres signatures massives apparurent. L'une a émergé de la ceinture de Kuiper, une autre des confins de l'espace près de Neptune.
la troisième d'une position au-delà de Pluton. Chacune avait la même taille impossible que l'indomptable. L'indomptable était simplement la plus proche du conflit, poursuivit Chen. Les autres restent en orbite, protégeant l'espace habité. C'est ce que nous construisons depuis 191 ans. Voilà ce que nous avions tenté de signaler aux Vraus. Voilà pourquoi nous leur avons demandé de reconsidérer leur décision. Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Nous ne souhaitions pas cela. Nous espérions ne jamais avoir à révéler l'existence de ces vaisseaux. Mais les Vraus ont choisi la violence, et nous avons riposté. Nous riposterons toujours. L'humanité ne sera pas conquise. Nous ne serons pas réduits en esclavage. Nous ne disparaîtrons pas sans combattre. Le silence régnait dans la salle. Personne ne savait quoi dire. Tout ce qu'ils croyaient savoir de l'humanité s'était révélé faux. La salle du Conseil galactique avait été le théâtre de nombreux moments historiques au cours de ces 3000 ans d'histoire. Mais rien de comparable au chaos qui éclata après les révélations de l'ambassadeur Chen. Les représentants de 43 espèces tentèrent tous de prendre la parole simultanément. Certains exigèrent des explications, d'autres lancèrent des accusations. Quelques-uns restèrent assis, figés dans un silence stupéfait, tentant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Le maître d'œuvre Xantarien fut le premier à prendre la parole. Sa voix exprimait un mélange d'admiration et de frustration. Pendant 200 ans, vous avez construit ces vaisseaux. Pendant 23 ans, vous avez été membre de ce conseil. Vous avez assisté à nos symposiums d'ingénierie. Vous avez visité nos chantiers navals. Vous nous avez posé des questions sur nos techniques de construction, tout en dissimulant quelque chose qui rend nos plus grandes réussites presque primitives. Chen est resté calme, à la tribune. Nous avons beaucoup appris de vous. Votre expertise nous a permis de résoudre des problèmes qui nous auraient peut-être posé problème pendant des décennies. Nous vous sommes reconnaissants de ce savoir. Vous nous avez mis à profit. Vous prétendiez être des étudiants alors que vous étiez déjà maîtres, déclara un représentant des Luminaries, son aura énergétique vibrant de colère. Nous étions étudiants, corrigea Chen. Et nous le sommes toujours. Votre technologie est remarquable à bien des égards. Votre production d'énergie, vos moteurs supraluminiques, vos sciences médicales. Nous avons beaucoup appris de vous. Ce que nous avons construit en secret n'était pas meilleur que votre travail. C'était simplement différent. Conçu dans un but différent, sous l'égide d'un stratège hors pair. Et quel est ce but? La conquête? L'intimidation? Vous possédez 4 vaisseaux dont la puissance de feu dépasse celle de flottes entières appartenant à certaines espèces. Que sommes-nous censés penser? Chen prit une inspiration avant de répondre. Vous êtes censé penser que l'humanité prend sa survie au sérieux. Permettez-moi de vous raconter une histoire de la Terre. Il y a 400 ans, notre monde était divisé en des centaines de nations. Nous nous faisions constamment la guerre. Des guerres qui ont tué des millions de personnes. Des armes capables de détruire notre planète entière. Nous avons frôlé l'extinction à plusieurs reprises, et ce, toujours parce que certains ont choisi la violence, alors que la diplomatie était possible. Il marqua une pause, observant la pièce du regard. Nous avons tiré les leçons de nos erreurs. Lorsque nous avons atteint les étoiles et découvert des traces d'autres civilisations, nous avons fait un choix. Nous rechercherions la paix avec tous ceux que nous rencontrerions. Nous commercerions, partagerions, apprendrions. Mais nous veillerions aussi à pouvoir nous protéger en cas d'échec de la paix. Les super porte-vaisseaux ne sont pas des armes de conquête. Ce sont des polices d'assurance. Une assurance contre quoi? Demanda le constructeur Zentari. Contre l'extinction, répondit Chen. Chaque espèce de ce conseil possède des dizaines, voire des centaines de mondes. Si l'un d'eux disparaît, vous continuez. Mais l'humanité possède 7 systèmes. Si la Terre était détruite, nous perdrions notre monde d'origine, notre histoire, notre culture. Ces super porte-avions garantissent la survie de l'humanité, même en cas de catastrophe majeure. Chacun d'eux abrite une civilisation complète. À bord de l'Indomptable, 2,3 millions de personnes vivent. On y trouve des domaines agricoles, des écoles, des hôpitaux et des usines. Si la Terre s'effondrait demain, ces 2,3 millions d'humains
pourrait subvenir à leurs besoins indéfiniment et reconstruire notre espèce. Un silence s'installa dans la salle tandis que les représentants assimilaient l'information. Ce niveau de préparation frôlait la paranoïa, mais, compte tenu de ce qu'ils venaient de voir, son efficacité était indéniable. Une petite espèce de la périphérie, annonça la reine. Leur représentante mesurait à peine 1 mètre, possédait de multiples yeux et une fourrure douce. Pour des espèces comme la mienne, aux ressources limitées et ne possédant que 3 planètes colonisées, ce que vous décrivez ressemble moins à une menace qu'à un espoir. Si notre monde était menacé, nous n'aurions nulle part où aller. Mais vous avez anticipé. Vous vous êtes préparé. Peut-être avons-nous mal interprété la situation. L'avis n'était pas unanime. Plusieurs espèces plus grandes et plus militaristes considéraient les super porte-vaisseaux humains comme une menace directe pour l'équilibre des forces. Au cours des jours suivants, tandis que le Conseil poursuivait ses séances, une nette division apparut. Certaines espèces souhaitaient tisser des liens plus étroits avec l'humanité. D'autres réclamaient des restrictions sur le développement militaire humain. Pendant ce temps, le domaine Vraxis s'effondrait. La défaite du maître chaleureux Cathar avait brisé l'aura d'invincibilité qui maintenait leur empire uni. Les espèces conquises se révoltèrent. Le gouvernement du Dominion se fragmenta en factions rivales. Cathar lui-même fut exécuté par son peuple, tenu pour responsable du désastre. Le dirigeant par intérim du Dominion se présenta devant le Conseil pour demander la paix. Ils offrirent d'énormes réparations à l'humanité, territoires, ressources, technologies, tout ce qu'il faudrait pour éviter l'anéantissement total. L'ambassadeur Chen a surpris tout le monde par sa réponse. L'humanité ne veut aucun territoire du Dominion Vraxis. Nous ne voulons aucune réparation. Nous ne voulons qu'une chose. La paix, non seulement avec nous, mais avec toutes les espèces. Les 17 mondes que vous avez conquis doivent obtenir leur indépendance. Le Dominion cessera toute expansion et respectera la souveraineté de vos voisins. Si vous acceptez ces conditions, l'humanité considérera l'affaire comme réglée. Le représentant Vraus était stupéfait. Vous ne demandez rien pour vous-même. Après notre attaque, nous avons demandé une galaxie meilleure, répondit Chen. Une galaxie où les conflits se résolvent par le dialogue plutôt que par la guerre. Nous avons fait la démonstration de notre puissance militaire, car nous n'avions pas le choix. Mais ce n'est pas l'avenir que nous souhaitons. Le Conseil vota l'acceptation des conditions de paix. Les 17 espèces autrefois conquises obtinrent leur indépendance et se virent offrir un siège au Conseil. Ce fut un moment historique qui changea la nature même du Conseil. Pour la première fois depuis des siècles, il avait rendu justice face à une grande puissance. Mais ce nouvel ordre ne fit pas l'unanimité. Dans une réunion secrète, loin de la salle du Conseil, se rassemblèrent des représentants de 5 espèces. Se faisant appeler les hiérarques, ils représentaient des civilisations ayant prospéré grâce à l'ancien ordre établi. L'incertitude leur avait été profitable. Les conflits entre grandes puissances offraient des opportunités de profit et de manœuvres politiques. L'humanité a rompu l'équilibre, déclara leur chef, un général Croin. Son corps de pierre vibrait à chaque mot. Aujourd'hui, ils imposent la paix. Demain, ils pourraient imposer tout ce qu'ils veulent. Qui pourrait les arrêter? Ils pourraient dominer la galaxie s'ils le souhaitaient, ajouta Saresh, un reptilien. 4 superporte-vaisseaux, des technologies supplémentaires inconnues et une intelligence redoutable. Ils se présentent comme des forces de maintien de la paix, ce qui rend toute opposition à leur égard injustifiée. Nous devons donc agir avant qu'ils ne consolident tant leur pouvoir. Les Croins décidèrent. Nous devons détruire la Terre et le superporte-vaisseau simultanément. Si nous utilisons une force écrasante avant qu'ils ne puissent réagir, nous pourrons éliminer la menace. Ils baptisèrent cette opération « Opération Chute du Soleil ». Des agents du renseignement infiltreraient les systèmes humains pour recueillir des données de ciblage. Pendant ce temps,
les hiérarques rassembleraient discrètement une flotte de 20 000 vaisseaux, dissimulés dans l'espace interstellaire, à partir de leurs forces combinées. Une fois tout en place, ils frapperaient sans prévenir. C'était un bon plan. Il aurait même pu fonctionner. Mais les services de renseignement de l'humanité s'étaient perfectionnés au fil des siècles en s'espionnant eux-mêmes. Les nations humaines avaient passé des centaines d'années à tenter de se voler leurs secrets respectifs, développant des méthodes d'espionnage et de contre-espionnage toujours plus sophistiquées. Lorsque ces mêmes techniques furent appliquées à des civilisations extraterrestres qui n'avaient jamais connu une telle paranoïa, les résultats furent d'une efficacité surprenante. Les services de renseignement humains détectèrent dans le complot 2 semaines seulement après sa formation. L'ambassadeur Chen reçut le rapport dans ses appartements. Il le lut 3 fois, sentant une colère froide monter en lui. Après tous les efforts déployés par l'humanité pour éviter l'escalade, après avoir proposé la paix plutôt que la vengeance, ces espèces projetaient de détruire la Terre. Il aurait pu ordonner une riposte militaire. Les Indomptables auraient pu anéantir la flotte secrète du hiérarque, avant même qu'elle ne se rende compte de sa découverte. L'opération aurait été efficace, propre et parfaitement à la portée de l'humanité. Au lieu de cela, Chen fit ce que les conspirateurs n'avaient jamais anticipé. Il révéla l'affaire au grand jour. Lors de la session suivante du Conseil, Chen présenta toutes les preuves. Communications interceptées, données sur les mouvements de la flotte, rapports de renseignement, tout fut exposé à la vue de tous. Nous aurions pu éliminer cette menace discrètement, déclara Chen d'une voix ferme. Nous aurions pu détruire la flotte du hiérarque et ses mondes d'origine, avant même qu'ils ne se rendent compte de notre arrivée. Nous en avons les moyens. Mais ce n'est pas le précédent que nous voulons créer. Il fixa droit dans les yeux les 5 représentants des espèces. Ils restèrent figés, leur conspiration exposée au grand jour. Vous nous avez cru faibles lorsque nous avons rejoint ce conseil. Puis vous nous avez cru terrifiants lorsque nous avons révélé notre puissance militaire. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes simplement des survivants qui refusons de mourir en silence. Et nous croyons que la loi doit s'appliquer à toutes les espèces sans distinction, y compris la nôtre. Le Conseil s'est enflammé de débats. Les hiérarques ont tenté de se justifier, affirmant qu'ils ne faisaient que préparer des mesures défensives. Mais les preuves étaient accablantes. Ils avaient planifié une attaque non provoquée contre un membre du Conseil. Le vote fut quasi unanime. Les gouvernements hiérarques furent renversés. Des sanctions économiques furent imposées. Et chez 3 des 5 espèces, la révélation du complot entraîna des révolutions politiques qui remplacèrent tous les anciens gouvernements par des factions réformistes. La séance terminée, l'amiral Okono contacta Chen par des canaux sécurisés. Son image apparut sur son écran de communication, son expression grave. « Le Conseil pose de plus en plus de questions, dit-elle, sur notre technologie, nos capacités. Certains scientifiques commencent à se méfier. Ils se demandent ce que nous pourrions bien cacher d'autre. » Chen acquiesça lentement. « Je sais. Je reçois des demandes d'échanges techniques, de visites des super porte-avions, de spécifications détaillées. Tout le monde veut connaître nos secrets. Devrions-nous leur parler du projet Nexus ?» demanda Okonko. Chen resta silencieux un long moment. Le projet Nexus était l'autre secret de l'humanité. Un secret qui, en comparaison, faisait paraître les super porte-vaisseaux insignifiants. « Pas encore, finit-il par dire. Les super porte-vaisseaux ont déjà été un choc suffisant. Si nous leur parlons maintenant des colonies extragalactiques, cela pourrait pousser certaines espèces aux abous. Ils finiront par le découvrir, fit remarquer Okono. Je sais, acquiesça Chen. Mais d'ici là, peut-être nous feront-ils suffisamment confiance pour comprendre nos motivations. Sur la Lune, dans une installation enfouie sous des kilomètres de roches, des scientifiques surveillaient les données d'un réacteur expérimental. L'appareil était petit, à peine 3 mètres de diamètre, mais les relevés d'énergie qu'il produisait étaient astronomiques. En son centre, l'espace lui-même était tordu, replié, créant un trou, de verre stable. De l'autre côté de ce trou de verre,
à 2,7 millions d'années-lumière, dans la galaxie du Triangle, des colonies humaines prospéraient. 63 mondes ont été colonisés au cours de la dernière décennie. Chacune de ces super-vaisseaux renforçait la présence humaine hors de sa galaxie d'origine. C'était une assurance supplémentaire, un moyen de plus de garantir la survie de l'humanité. Et pour l'instant, cela restait un secret bien gardé. 6 mois s'écoulèrent après la révélation des super-vaisseaux et la mise au jour du complot des hiérarques. Le Conseil galactique s'était transformé durant cette période, se rapprochant de la vision initiale de ses fondateurs. Un lieu où les différends se réglaient par le dialogue et le droit, plutôt que par la force militaire et l'intimidation. L'humanité se retrouva dans une situation inattendue. Ils étaient devenus des chefs non par la conquête ou la menace, mais par le respect qu'ils inspiraient par la retenue. Ils auraient pu anéantir le domaine de Vraxis, mais ils ont opté pour une riposte mesurée. Ils auraient pu éliminer silencieusement les hiérarques, mais ils ont choisi la justice publique. Ces choix ont eu leur importance. L'ambassadeur Chen traversa les jardins publics des stations du Conseil, un lieu de rencontre informel pour les représentants de dizaines d'espèces. Une scientifique Queno s'approcha de lui. Sa silhouette menue lui arrivait à peine à la taille. « Ambassadeur, je tenais à vous remercier », dit-elle en clignant des yeux à plusieurs reprises. « Mon gouvernement a commencé à élaborer ses propres plans de survie, inspirés par votre exemple. Non pas des super porte-vaisseaux, faute de ressources, mais des vaisseaux générationnels capables de maintenir notre population si nos mondes sont menacés. Vous nous avez montré que se préparer n'est pas synonyme d'agression. » Chen sourit. « Je suis ravi que nous ayons pu vous aider. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Des conversations similaires se déroulaient dans tout l'espace du Conseil. L'humanité avait commencé à partager certaines technologies avec des espèces alliées, en veillant toujours à garder une génération de retard sur leurs développements les plus avancés. Ils aidèrent les Zentari à comprendre de nouvelles techniques de renforcement de coque. Ils assistèrent les Luminari dans le domaine des harmoniques de bouclier. Ils enseignèrent aux Overlings les tactiques de flotte coordonnées. Mais les secrets fondamentaux demeuraient enfouis. Les moteurs gravitationnels qui permettaient aux super porte-vaisseaux de se déplacer plus vite que la lumière, malgré leur taille. Et la fabrication quantique capable de produire des machines complexes atome par atome. L'intelligence artificielle stable qui coordonnait les mouvements de la flotte avec une précision parfaite. Ces technologies restaient humaines. Sur l'indomptable amiral Okonko, debout sur le pont d'observation, contemplait les étoiles. Son second, le commandant Park, la rejoignit. Le Conseil demande une nouvelle visite du vaisseau. Park déclara. Le constructeur zentarien souhaite étudier nos installations de production. Les Luminari veulent examiner notre système de production d'énergie. Tout le monde veut comprendre comment nous avons construit cela. Dites-leur que nous allons examiner leurs demandes, répondit Okonku, ce qui signifie non, mais poliment. Park sourit. Ils commencent à s'impatienter. Certaines espèces pensent que nous sommes secrets sans raison. Nous gardons le secret pour une excellente raison, a déclaré Okono. Les super porte-avions ont été conçus pour assurer la survie de l'humanité. Si tout le monde connaissait leur fonctionnement exact, quelqu'un finirait par trouver le moyen de les neutraliser, et ils cesseraient alors d'être une garantie. Elle avait raison. Bien sûr, trop en dire finirait par compromettre la sécurité, même que les super porte-avions offraient. C'était un équilibre délicat. Dans la salle du Conseil, l'humanité poursuivait son travail de médiation. Lorsque des conflits surgissaient entre les espèces, Chen et son équipe proposaient des solutions qui prenaient en compte les intérêts de chacun. Lorsque des espèces plus petites étaient intimidées par des voisins plus puissants, l'humanité leur faisait discrètement savoir que de tels agissements étaient inacceptables. La galaxie devenait peu à peu plus sûre, mais tous n'avaient pas renoncé aux anciennes méthodes. Certains hiérarques, ceux qui avaient perdu leur pouvoir lorsque leur complot fut révélé, recommencèrent à se réunir en secret. Ils étaient plus prudents cette fois-ci. Aucune communication susceptible d'être interceptée. Pas de grands mouvements de flotte,
seulement des conversations discrètes et une planification subtile. Il recrutait parmi les espèces qui se sentaient menacées par l'ascension de l'humanité. Des chefs militaires ayant perdu de l'influence dans le nouvel ordre pacifique. Des marchands ayant profité des conflits et voyant désormais leurs revenus décliner. Leur nouveau plan était plus sophistiqué. Au lieu d'attaquer directement l'humanité, ils s'attaquaient à saper sa crédibilité, à créer des situations où ses réactions paraissaient agressives ou déraisonnables, à fabriquer des preuves d'espionnage humain, à répandre des rumeurs sur des armes secrètes et à retourner progressivement le Conseil contre la Terre par une multitude de petites attaques. Cette stratégie aurait peut-être fonctionné contre un adversaire moins prudent. Mais l'humanité n'avait pas survécu à des siècles de conflits internes sans apprendre à démasquer la manipulation. Les services de renseignement humains ont suivi l'essor du complot, identifié chaque membre et cartographié chaque connexion. Cette fois, ils n'ont pas attendu pour présenter les preuves au Conseil. L'ambassadeur Chen a demandé une rencontre privée avec les dirigeants des 5 espèces impliquées. À leur arrivée, s'attendant peut-être à une négociation ou à un avertissement, ils se trouvèrent face non seulement à Chen, mais aussi aux représentants d'une douzaine d'autres espèces, qui avaient également décelé le complot. « Nous voulions vous donner l'occasion d'y mettre fin vous-même », dit Chen d'une voix calme, « avant que cela ne soit révélé au grand jour et ne détruise le peu de crédibilité qui reste à vos gouvernements. » Les conspirateurs observèrent les représentants rassemblés. Le scientifique Quinol était présent. Plusieurs espèces mineures avaient profité du nouvel ordre et même un fonctionnaire Zentari qui surveillait le complot de son côté. « Vous ne pouvez rien prouver », dit l'un des hiérarques, mais sa voix manquait d'assurance. Chen déposa une puce de données sur la table. Enregistrement de vos réunions, documents financiers attestant des paiements versés aux agents de renseignement, communication entre vos contacts et divers gouvernements. Nous avons tout. La question est de savoir si vous souhaitez que ce dossier soit traité par le Conseil ou si vous préférez y mettre fin discrètement. Les conspirateurs ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Si ces informations étaient révélées au grand jour, leur gouvernement s'effondrerait. Il valait mieux accepter la défaite et préserver sa dignité. Au cours des semaines suivantes, la conspiration se dissipa. Ses membres furent discrètement écartés de leur poste d'influence. Les espèces concernées mirent en œuvre des réformes internes et le Conseil ne sut jamais officiellement à quel point il avait frôlé un nouveau conflit déstabilisateur. L'amiral Okonko rencontra Shin une fois l'affaire réglée. Ils étaient assis dans le bureau de Chen, un espace simple avec une fenêtre donnant sur la Terre au loin. « On ne peut pas continuer comme ça », dit Okonko. « Chaque fois qu'on déjoue un complot sous une autre forme, il y aura toujours quelqu'un qui voudra revenir aux anciennes méthodes. »« Je sais », acquiesça Chen. « C'est pourquoi je pense qu'il est temps. » Le moment de quoi? De leur parler du projet Nexus. Okono resta silencieux un long moment. « Tu en es sûr? Ce secret est gardé depuis 10 ans, et il finira par être découvert, » dit Chen. « Mieux vaut contrôler le comment et le quand. Mieux vaut expliquer nos raisons plutôt que de les laisser croire que nous cachions quelque chose de sinistre. » La séance suivante du Conseil commença normalement. Affaires courantes, différends mineurs, accords commerciaux. Puis Chen demanda la parole. Lorsqu'il monta à la tribune, tous les représentants lui tendirent l'attention. Quand l'ambassadeur de l'humanité sollicitait un temps de parole particulier, cela signifiait généralement quelque chose d'important. « Membre du Conseil, » commença Chen, « l'humanité a une autre révélation à partager. Il y a 10 ans, nous avons achevé le projet Nexus, un générateur de trous de verre stable, permettant des voyages instantanés entre les galaxies. » La salle explosa de questions. Chen attendit le silence. « Nous avons établi 63 planètes colonisées dans la galaxie du Triangle, » poursuivit-il, « à 7 millions d'années-lumière d'ici. Ces colonies prospèrent. Elles constituent une autre assurance, un autre moyen de garantir la survie de l'humanité. » Un représentant zentarien se leva. « Vous avez colonisé une autre galaxie tout en participant à ce conseil.
Pendant que nous débattions du territoire de cette galaxie, vous aviez déjà étendu votre influence au-delà. Oui, répondit simplement Chen. Nous ne revendiquons pas ces mondes sur les registres du Conseil, car ils se situent entièrement hors de son espace. Ils ne représentent aucune menace pour les espèces présentes, mais ils symbolisent notre engagement envers la survie. Le stratège acharné qui avait jadis critiqué l'humanité s'exprimait désormais avec une sorte de respect. Vous ne voyez pas les choses à petite échelle, n'est-ce pas? La plupart des espèces planifient pour le siècle prochain. Vous planifiez pour le million d'années à venir. Nous planifions pour survivre, corrigea Chen, quel que soit le temps que cela prenne. Au cours des mois suivants, la révélation du projet Nexus bouleversa à nouveau le Conseil. Certaines espèces étaient effrayées par les capacités de l'humanité. D'autres étaient inspirées. Plusieurs espèces plus petites ont contacté Chen au sujet de la possibilité d'établir leur propre colonie extragalactique, sollicitant l'aide des humains pour développer cette technologie. L'humanité a partagé la technologie des trous de verre, avec 3 espèces soigneusement sélectionnées pour leur nature pacifique et leur réel besoin d'espace vital supplémentaire. C'était un geste qui montrait que l'humanité ne thésaurisait pas le savoir par pur égoïsme. 10 ans après la révélation des super porte-vaisseaux, l'amiral Okonko se tenait sur la passerelle de l'homme indomptable, patrouillant les régions frontalières de l'espace du Conseil, lorsqu'une jeune officière s'approcha d'elle. Une femme née à bord du vaisseau, comme elle. « Amiral, pensez-vous que le Conseil nous fera un jour pleinement confiance ?» demanda l'officier. Okonko réfléchit longuement. « Une confiance totale, peut-être pas, mais ils nous respectent. Ils savent que nous pourrions les dominer si nous le voulions, mais nous choisissons de ne pas le faire. Ils savent que nous nous préparons au pire tout en espérant le meilleur. » Ce respect vaut plus que la confiance. Elle contemplait les étoiles, songeant au long voyage de l'humanité. D'une unique planète à 7 systèmes, puis à des colonies, dans une autre galaxie. D'une espèce qui a failli s'auto-détruire à une autre qui s'est employée à protéger les autres. Les super porte-vaisseaux ont été construits pour que nous n'ayons jamais à les utiliser en cas de conflit. Dit Okono d'une voix douce. Nous avons réussi. Nous avons fait preuve de force, puis choisi la paix. Le plus dur reste à faire. Prouver chaque jour que nous ne sommes pas les monstres que nous pourrions être. L'officier acquiesça, comprenant. C'est pourquoi nous patrouillons au lieu de conquérir. Exactement. Okonko approuva. Dans l'immensité obscure de l'espace, bien au-delà de la galaxie, la construction d'un 5e super porte-avions se poursuivait. Celui-ci était encore plus grand que les autres, intégrant des technologies repoussant les limites de la physique. Son nom restait classifié. Son objectif était le même que celui des autres, assurer la survie de l'humanité. Car l'humanité avait tiré la leçon la plus importante de toutes. Espérer la paix, mais se préparer au pire. Soyez assez fort pour que personne n'ose vous attaquer, mais assez sage pour ne pas attaquer les autres. Concevez des armes si terribles que vous n'aurez jamais besoin de les utiliser. Et surtout, ayez toujours un plan de secours. La galaxie était plus sûre qu'elle ne l'avait été depuis des siècles. Les espèces coopéraient davantage et se battaient moins. Le commerce prospérait. La science progressait. Et l'humanité, l'espèce jadis considérée comme insignifiante, était devenue la gardienne de cette paix, non par la conquête, non par l'intimidation, mais par la simple démonstration qu'elle avait le pouvoir de détruire, mais la sagesse de protéger. L'UNS indomitable poursuivait sa patrouille. Une montagne de métal et d'espoir se déplaçant silencieusement à travers les étoiles. À l'intérieur, des millions d'êtres humains vivaient leur vie, travaillaient, élevaient leurs enfants. Ils étaient la garantie de survie, les derniers survivants en cas de catastrophe. La graine d'où l'humanité pourrait renaître. Mais ils espéraient, comme ils l'avaient toujours espéré, ne jamais avoir à servir à cela. Que la Terre perdurerait. Que le foyer de l'humanité resterait en sécurité et que les super porte-vaisseaux poursuivraient en leur patrouille. Non comme des armes de guerre,
mais comme symbole de la paix qu'ils avaient si âprement conquise. La galaxie avait tiré une leçon importante. L'humanité pouvait être pacifique, généreuse et digne de confiance. Mais elle pouvait aussi se révéler terrifiante lorsqu'elle se sentait menacée. Et cette combinaison de qualités faisait d'eux les gardiens de la paix parfaite pour une galaxie qui avait trop longtemps sombré dans la guerre. L'histoire des super porte-vaisseaux cachés de la Terre s'achevait, mais celle du rôle de l'humanité dans la galaxie ne faisait que commencer.